Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Depuis 2 semaines maintenant, le Proche-Orient est revenu au centre des attentions du monde entier avec un tournant cette nuit. L'armée israélienne a bombardé Gaza, première étape des représailles annoncées. Mais qui aurait imaginé que l'attaque du Hamas sur Israël aurait créé autant de polémiques en France? Face à la menace terroriste, le gouvernement veut durcir la loi immigration. La gauche se divise sur la définition du Hamas qui a amené le Parti socialiste à se mettre en retrait de la NUP, l'alliance de gauche. Jusqu'où? On va clarifier tout ça avec mon invité aujourd'hui. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Secrétaire du Parti socialiste. Je le disais, l'armée israélienne a frappé. Cette nuit, des bombes ont été larguées sur Gaza. Des opérations qui vont s'intensifier ont prévenu les autorités israéliennes qui visent le Hamas, ses dirigeants, ses réseaux, ses troupes. Les autorités palestiniennes évoquent un premier bilan de 80 morts qui vont s'ajouter auprès des 5000 victimes de ces 15 derniers jours. Pendant ce temps, l'aide humanitaire a du mal à se mettre en place. Plusieurs agences de l'ONU décrivent une situation catastrophique pour les habitants, sans eau, sans nourriture. Israël indique vouloir passer à l'étape supérieure très vite, l'incursion terrestre dans la bande de Gaza. Olivier Faure, l'armée israélienne dit vouloir éradiquer le Hamas. La ligne de la France défendue par Emmanuel Macron, elle est simple. Israël a le droit de se défendre de façon forte et juste. Êtes-vous, vous, sur cette longueur d'onde? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Hamas est une organisation terroriste. Elle mérite effectivement d'être éradiquée. Mais ce que nous voyons là, ces images-là, ne sont pas celles simplement d'une éradication d'un mouvement terroriste. C'est aussi une population civile qui est visée, qui est le dommage collatéral. Et vous venez de faire vous-même état du bilan catastrophique, à la fois du nombre de morts, mais aussi de femmes, d'hommes, d'enfants, qui sont maintenant, en fait, dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza et qui, maintenant, risquent la mort. Toutes les ONG alertent sur la situation catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas, comme le chef de l'État, être dans un soutien inconditionnel à Israël. Le gouvernement Netanyahou n'est pas un gouvernement comme les autres. C'est un gouvernement qui est complètement aux mains des suprémacistes religieux, de l'extrême droite, et qui, aujourd'hui, s'est engagé dans une vengeance qui est une vengeance aveugle, qui va malheureusement coûter la vie à de très nombreux civils. Et on doit le dire, chaque civil compte, chaque vie compte, qu'elle soit israélienne ou palestinienne. C'est le message-là que la France devrait défendre. Alors justement, parce que plusieurs dirigeants occidentaux sont allés en Israël, pas Emmanuel Macron, lui il n'y va pas en Israël. Doit-il tenir cette ligne d'une espèce de, entre guillemets, neutralité en n'allant pas sur place? Mais tout le problème, c'est que s'il ne va pas sur place aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas tenu cette ligne de neutralité et qu'il est aujourd'hui dans une difficulté parce qu'il sait très bien qu'un déplacement de sa part pourrait se réaliser éventuellement en Israël, mais que dans le monde arabe, il ne serait pas accueilli. Et donc, s'il fait le déplacement, il doit aller dans les deux endroits. Mais aujourd'hui, c'est bien le but. C'est arriver à restaurer, à d'abord imposer un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe humanitaire, et ensuite chercher à promouvoir un processus de paix qui doit conduire, selon moi, selon nous, à une solution à 2 États, un État palestinien et en échange de quoi? La sécurité pour Israël. En revanche, Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, et plusieurs parlementaires macronistes ou républicains sont en Israël pour, disent-ils, apporter leur soutien aux familles victimes des attaques du Hamas. Voyez-vous cette initiative d'un bon œil? Non, parce que, en fait... Non, c'est-à-dire, c'est juste que c'est une erreur ou ils n'auraient pas dû y aller? Je comprends très bien qu'on soutienne le peuple israélien et qu'on lui apporte notre solidarité. Je l'ai fait et il faut continuer à le faire. Ce qu'ils ont vécu est une horreur. Mais en même temps, pour reprendre un mot fétiche du président de la République, la difficulté, c'est que Mme Braun-Pivet est celle qui, justement, à l'Assemblée, a parlé de soutien inconditionnel à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans condition posée. Et la condition minimale, c'est le respect du droit international. Le siège de Gaza est illégal et le bombardement indifférencié sur les civils est un crime de guerre. Et donc, la présidente de l'Assemblée nationale est un problème pour vous? Il y a aujourd'hui un déplacement de Mme Yael Braun-Pivet, qui part avec Éric Ciotti et avec Meir Habib, qui sont certainement les deux, ce sont des faucons. En réalité, ils sont sur une ligne qui est sans nuance. Et si nous ne voulons pas que le conflit israélo-palestinien s'importe, y compris en France, la France doit porter un message qui est un message de paix, un message équilibré et continuer à parler aux 2 parties, donc ça veut dire quoi? Les Israéliens que les Palestiniens. Précisément, c'est ça la position de De Gaulle, de Mitterrand, de Chirac. C'était ça la position de la France. Vous condamnez ce déplacement? Je n'ai pas à condamner, je dis simplement que c'est un déplacement qui marque malheureusement une attention spécifique
pour le peuple israélien, sans aucun souci de ce que vit le peuple palestinien. Et c'est ça qui ne va pas. On doit aujourd'hui chercher la désescalade, chercher le cessez-le-feu, chercher une solution à deux États. C'est la seule façon pour la France d'être fidèle à la fois à son histoire et à sa vocation. Elisabeth Borne va s'exprimer demain à l'Assemblée nationale, donc devant vous, vous êtes député également, sur la position de la France au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous en attendez et quelle sera la position du Parti socialiste? Ce que je viens de vous dire. La position, moi, je souhaite à la fois une condamnation ferme des actes terroristes commis par le Hamas. Je souhaite la solidarité avec le peuple israélien, mais je souhaite aussi que la vengeance aveugle soit condamnée parce qu'elle est aujourd'hui vraisemblablement à l'origine de crimes de guerre et que le siège de Gaza, sans nourriture, sans électricité, sans médicaments, tout le monde le dit, c'est aujourd'hui des morts et des morts supplémentaires parmi des innocents. Pour revenir à la France, cet après-midi, une manifestation de soutien aux Palestiniens a lieu place de la République à Paris, après plusieurs autres qui ont été interdites ces derniers jours. Le PS, le Parti socialiste, appelle-t-il à soutenir et à rejoindre ces manifestations? Il y a une manifestation qui se place place du Châtelet, qui est en fait une manifestation des guerrières de la paix et à laquelle nous avons effectivement appelé parce que nous considérons... Pas celle place de la République. Celle-là, on n'avait pas été invité à participer à la rédaction de l'appel, mais en revanche, il y a notre... Enfin, moi, je ne cherche pas à faire... à diviser, mais pourtant, ça une compétition. Je dis simplement que le message que nous devons avoir est un message de paix, pas de soutien aux uns ou aux autres, un message de paix. Donc vous ne soutenez pas les manifestations actuelles pro-palestiniennes, c'est ça que mais je ne suis pas pro-palestinien ou pro-israélien. Je suis français et je suis pour la paix et je cherche à promouvoir un chemin qui est une ligne de crête, qui est une ligne de crête difficile, mais si nous ne la tenons pas, qui la tiendra à notre place? Pas les Américains et pas les pays arabes. Donc nous avons aujourd'hui besoin d'avoir évidemment une parole qui est une parole forte, française et européenne, qui permette là de faire en sorte que les choses s'équilibrent. Et je vois que, oui, mais je vois que le président actuel de l'Union européenne, qui est Pedro Sanchez, socialiste espagnol, promeut aussi cette vision-là et c'est celle qui me convient. En France, la menace terroriste reste forte. Le gouvernement mise beaucoup sur la future loi immigration pour y répondre. Et puis un chiffre qui revient, qui n'a pas fini de revenir, 49.3. Une minute de silence en mémoire de Samuel Paty, mais aussi de Dominique Bernard. C'est tout le pays qui est touché et que c'est pas la première fois que ça arrive et que ça fait peur en fait, surtout. On a peur d'aller à l'école maintenant. C'est vrai qu'on a la trouille au ventre évidemment puisqu'on est ciblé. Mais ça ne remet pas en cause notre détermination à effectivement continuer à enseigner. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. Oui, on a des passages de patrouille en journée, tout au fil de la journée, pendant que les cours se déroulent aussi. J'ai vu qu'il y avait la police qui était bien présente. J'ai questionné mes enfants, ils sont présents à chaque entrée, chaque sortie. Donc on est plutôt rassurés. On a du personnel de loge qui vérifie les entrées et les sorties de l'établissement. Comme moi, des fois, j'oublie mon carnet, j'arrive à rentrer. Donc je me dis, si c'est moi qui suis un élève d'ici, ça peut être comme vous, n'importe qui peut rentrer avec une intention malveillante. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée, je vous remercie. Avec ces 49.3 à répétition, il n'y a désormais plus de doute. Nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire. Je vous invite à censurer ce gouvernement. Votre politique n'a plus le soutien d'une grande partie des Français. Vous avez un 49.3 et nous, on n'a que des amendements pour pouvoir nous exprimer. Et c'est vous qui en décidez, et nous, on ne décide plus rien finalement. Aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée, la première partie du projet de loi de finances pour 2024 est considérée comme adoptée. Olivier Faure, ça veut dire que vous, dans l'opposition, vous êtes condamné à voir passer, à être les spectateurs des 49.3 passés et à venir, ça veut dire ça? Ça veut dire que nous sommes entrés dans une crise démocratique profonde, avec un gouvernement qui ne cherche jamais le compromis, qui ne cherche jamais à avancer avec les différentes oppositions, qui cherche à passer en force systématiquement au prétexte qu'il n'a pas de majorité. Ça, c'est le constat. Mais alors, une fois que le constat est fait, fin de l'histoire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin... Non, pas fin de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut se battre. Ça veut dire que... Comment vous allez faire? C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous Est-ce qu'il faut, par exemple, une motion de censure systématique à chaque 49.3? Il y aura à chaque 49.3 une motion de censure.
Et c'est vrai que le malheur que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de banalisation du 49.3 et une banalisation de la motion de censure. Et donc, on est dans une situation où, finalement, que pensent les Français, que disent les gens que je croise tous les jours dans la rue? Ils me disent, mais au fond, nous sommes dans une démocratie où nous n'avons pas la parole. Même quand on manifeste très nombreux sur les retraites, eh bien, ça ne change rien. Nous avons des représentants qui ne pèsent plus parce qu'ils ne peuvent même plus voter. Et finalement, on a un gouvernement qui se plie systématiquement à la parole de Jupiter. Et donc, nous sommes dans une crise profonde parce que... Crise démocratique, vous avez dit tout à l'heure, bien sûr. C'est important quand vous dites ça. Mais bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que nous devons la seule solution, c'est la dissolution, faire évoluer. Je ne sais pas si la dissolution est la solution. Ça peut l'être. Non, mais moi, ça ne me fait pas peur. Simplement, ce que je dis, c'est que je ne sais pas ce que serait le résultat d'une dissolution. Est-ce qu'on aurait une majorité absolue pour l'un ou pour l'autre? Personne n'en sait rien. Ce que je dis simplement, c'est que la logique voudrait que désormais, on fasse évoluer nos institutions pour qu'on n'ait plus à vivre ce que nous vivons là. Il devrait y avoir une recherche systématique d'un accord pour pouvoir permettre... Mais c'est ce que cherche Elisabeth Borne. Elle vous fait des appels du pied en disant, vous, les socialistes, jamais. Venez elle avec met nous. En scène, non, elle met en scène des gesticulations en permanence. Elle invite tout le monde à Matignon, on va à l'Élysée, etc. Ça ne change jamais rien. Il n'y a jamais aucune volonté. Si on mettait une caméra dans ces rendez-vous, vous vous rendriez compte que ce sont des rendez-vous complètement vains. Qu'est-ce qui se passe dans ces rendez-vous? Vous avez la Première ministre qui prend la parole, qui dit voilà ce que je veux. Elle dit ensuite on fait un tour de table. Chacun dit voilà ce que je voudrais. Elle ferme le banc et tout le monde s'en va et fait sa conférence de presse devant, sur les marches de Matignon. Ça ne sert à rien. Ça n'est pas comme ça qu'on négocie. Quand on négocie, on dit voilà quels sont les projets sur lesquels je veux avancer. Quels sont les projets sur lesquels vous voulez avancer? Comment est-ce qu'on trouve le poids moyen? Comment est-ce qu'on fait pour que chacun s'y retrouve? Ça n'est jamais ce que fait le gouvernement. Le gouvernement avance avec le passage en force systématique. Au-delà de ce qui concerne l'Assemblée, le climat en France, après l'assassinat de Dominique Bernard qui a suscité beaucoup d'émotions, Gabriel Attal a pris l'engagement que les élèves qui tiennent des propos ou qui ont des comportements menaçants, radicalisés, soient retirés du système scolaire. Soutenez-vous le ministre de l'Éducation nationale là-dessus? J'attends des précisions. Parce que je ne comprends pas très bien ce qu'il est prévu de faire. Quels sont les établissements qui sont aptes aujourd'hui à recevoir ces lycéens que l'on dit radicalisés? Et qu'est-ce qu'être radicalisé? Qu'est-ce que c'est qu'un élève menaçant? Pour l'instant, ce que j'observe empiriquement, c'est que les assassinats qu'il y a eu, Samuel Paty ou Dominique Bernard, ce ne sont pas des élèves qui sont assassinés, les enseignants. Ce sont toujours des gens qui sont extérieurs à l'établissement. Et donc, la réalité, c'est que je ne suis pas sûr qu'il faille non plus créer des lieux dans lesquels on mette des gens qui sont eux-mêmes en situation de fragilité, qui sont sensibles à ce que peut dire en fait Daesh ou d'autres mouvements extrémistes, et finalement les renforcer plus que... Alors que c'est à l'école, justement, qu'ils peuvent avoir cette capacité à s'émanciper de leurs conditions d'origine. Face au risque terroriste, Gérald Darmanin compte beaucoup sur la future loi immigration que vous ne voterez pas au Parti socialiste, c'est clair. Dans l'état actuel, vous avez raison, on ne la votera pas, non? Je voulais clarifier ça. Et dans le journal du dimanche, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur dit « aucun tabou pour protéger les Français ». Est-ce qu'au contraire, pour vous, il faut des garde-fous dans les lois antiterroristes? Bien sûr, mais enfin, on ne peut pas utiliser d'ailleurs cette loi immigration. Aujourd'hui, il en fait maintenant une loi antiterroriste, créant de fait un amalgame complet entre l'immigration légale, illégale et le terrorisme. Vous ne faites pas ce lien? Comment voulez-vous faire ce lien? Je pose la question. Est-ce que les frères Kouachi étaient des migrants? C'était des Français. Et ça ne les a pas empêchés d'attaquer en fait Charlie Hebdo. Donc cette façon de toujours ramener à des boucs émissaires, chercher à faire peur, chercher à utiliser l'émotion du moment pour pouvoir mettre en place une loi qui est une loi dans laquelle on va réduire les libertés publiques, là, effectivement, il y a un danger. Vous vous rendez bien compte que depuis que le terrorisme est apparu sur notre sol, nous n'avons cessé de légiférer, et à chaque fois pour réduire nos libertés. Alors vous savez que la future loi immigration, puisque la gauche ne la votera pas, le Rassemblement national non plus. Mais on pourrait, là aussi, j'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que contient le texte. On pourrait voter une loi immigration qui ne dise pas, en fait, qui ne soit pas simplement une loi bouc émissaire. Si on mais là, on a compris que, bon... effectivement, c'est pas son orientation. On a compris ce que vous nous dites, mais ça dépend des Républicains, de la droite républicaine, si elle vote ou pas cette loi immigration. Est-ce que vous faites un appel, vous, par exemple, aujourd'hui à la droite, pour dire il ne faut pas voter cette loi, il n'y a pas d'urgence à la voter? Mais je ne fais aucun appel à la droite, je fais un appel à celles et ceux qui nous expliquent qu'ils sont la jambe gauche de la Macronie, de leur dire est-ce que vous allez être fidèles
à ce que vous avez un jour porté, ou est-ce que vous allez continuer à dériver toujours plus loin vers la droite et vers l'extrême droite? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Donc c'est cet appel que vous lancez, aux macronistes de gauche qui se disent J'ai compris qu'il y avait une partie d'entre eux qui avaient lancé un appel il y a quelques semaines ou quelques mois dans le journal Libération, expliquant qu'ils avaient des repères. Où sont leurs repères désormais? Je vois que la phrase que vous citez de M. Darmanin, elle a en fait pour objet de dire « Moi, je suis prêt à aller aussi loin que possible pour aller chercher les voix de la droite et de l'extrême droite ». C'est ça qu'il dit. Est-ce que tous ces gens-là sont prêts à suivre ou est-ce qu'ils ont à un moment une conscience qui les rappelle à l'ordre? Alors ça pourrait peut-être diviser la majorité. En attendant, c'est la gauche qui est divisée, la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Au PS aussi, ça divise entre ceux qui défendent le fait d'y être et ceux qui mettent en cause l'alliance de gauche. Pour entrer en force à l'Assemblée il y a 18 mois, la gauche s'est inventé un sigle, la NUPES, et un rêve d'union. Olivier Faure fait le guide et veut toujours y croire. Moi, je suis là. Alors, LFI est plutôt au-dessus, par là. Là, il y a les communistes, là, il y a les Verts, là où il y a les socialistes. Et quand elle parle d'une seule voix, la gauche, je peux vous dire que là aussi, on le sent dans l'hémicycle. Il faut dire, la photo de famille était belle, autour d'un Jean-Luc Mélenchon arrivé à 22% à la présidentielle. Olivier Faure, c'est l'autre artisan de l'Alliance. Pour payer le prix de l'union, il avale quelques couleuvres et accepte les seconds rôles sur les tribunes. L'ordre, c'est nous! Retraite, violence, police. Mélenchon veut le conflit et Olivier Faure essuie les critiques des fossoyeurs de l'Alliance. Elle est morte au moment où elle a été conclue. Car finalement, la France insoumise et toutes les positions prises par ce parti extrémiste depuis plusieurs mois en témoignent, n'est pas la gauche. Si Mélenchon aime la gauche, il doit s'effacer. Ce n'est pas sérieux d'expliquer par un problème personnel, je cite la méthode Mélenchon, leur départ souhaité apparemment de la NUPES. Sortir de la NUPES ou presque. En langage socialiste, cela s'appelle un moratoire. Et entre les deux hommes, c'est aussi le silence radio. Vous l'avez eu au téléphone? Qui ça? Jean-Luc Mélenchon. Non. Vous ne parlez pas spécialement depuis quand finalement? Bon, on s'est parlé jusqu'en août. Je crois qu'il avait envie de couper les ponts. Il avait envie de retrouver une forme de liberté parce qu'une coalition, ça oblige. Et le patron du PS s'oblige, lui, à ne pas couper les ponts avec des insoumis qui comptent quand même 75 députés. Enfin, moi, je ne participerai jamais à la diabolisation de la France insoumise. Ça n'a aucun intérêt. Rester partir, imaginer d'autres coalitions pour la gauche, la question reste entière tant que les planètes ne sont pas alignées. Nous sommes tous à dire qu'il faut une autre république, une 6e république. Cette 6e république, elle ne peut pas être celle d'un homme ou d'une femme. Ça ne peut pas être pour trouver un nouveau Jupiter. Olivier Faure, à gauche, c'est clair, Jean-Luc Mélenchon est dans tous les esprits. Pour lui, c'est vous qui voulez la fin de la NUP et vous trouvez un prétexte pour sortir de la NUP. Alors, voulez-vous rester ou sortir de la NUP? Vous nous dites tout là ce midi. Vous sortez ou vous restez? Mais j'ai dit les choses très clairement cette semaine. Moi, je ne comprends pas que sur chaque sujet, il y ait la volonté de la part de Jean-Luc Mélenchon de conflictualiser à l'extrême et rendre en fait la parole de la gauche inaudible. Mais vous ne répondez pas à ma question. Voulez-vous rester ou voulez-vous quitter la NUP? C'est que ça suppose maintenant qu'il y ait une clarification. Si cette clarification n'a pas lieu, il n'y aura plus possibilité. Mais quelle clarification? Mais sur les désaccords qui ont égrené l'année, depuis le mois de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des événements qui se sont multipliés, à partir desquels, en fait, la NUP s'est profondément désolidarisée. Ça a été le cas, je reprends l'exemple des retraites, qui est certainement le plus fameux, mais c'était aussi le cas lors des violences urbaines du mois de juillet. C'est le cas maintenant sur le conflit israélo-palestinien. Et donc, ça n'est plus possible. Moi, où j'enrage, c'est que je vois bien qu'à chaque fois, la parole que nous produisons pourrait être une parole commune. Sur les retraites, nous avons battu les estrades ensemble, nous avons défendu ensemble la même vision des retraites. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui rappelle à l'ordre ses propres parlementaires, et là où on devait passer au vote de l'article 7, on n'y passe pas. Alors j'ai toujours pas compris donc, sur quoi passer la clarification. C'est quoi la clarification? La clarification, ça veut dire qu'il y a deux chantiers que nous devons mettre en œuvre. Un premier, c'est comment est-ce qu'on fait pour dépasser les conflits qui nous ont opposés depuis un an? Est-ce que cette volonté existe ou pas? Et donc, en gros, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de passer par la différenciation maximale pour arriver à se faire entendre? Ou est-ce qu'on peut aller chercher, au contraire, tous les Français qui ont envie de la gauche? C'est une question de méthode, en fait. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est juste une question de méthode, c'est pas une question de fond. Mais c'est une question de méthode qui rejoint une question de fond. Et par ailleurs, il y a aussi un problème
avec l'organisation de la NUPES, on ne peut pas accepter l'idée qu'à un moment, vous ayez un parti alors qu'il est seul. Vous avez 4 formations, même 5 formations dans la NUPES. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous en avez une qui prend des positions qui sont totalement décalées par rapport à tous les autres. Est-ce qu'il faut faire un bureau de la NUPES? NUPES? Ça suffit. Effectivement, il faut qu'on puisse avoir un mode de fonctionnement différent. Ça veut dire quoi? Faire un bureau qui permette d'avoir la capacité à converger et à converger sur des positions qui nous sont communes. Concrètement, comment? Mais ça, c'est une discussion que nous devons avoir. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez une idée, vous? Moi, je suis prêt à ce qu'il y ait aujourd'hui un conseil de la NUPES qui permettrait à chaque épisode de voir quels sont les points communs sur lesquels nous pouvons avancer ensemble. Représenter au prorata de sa représentation parlementaire, par exemple. Mais ça doit marcher au consensus, cette affaire. Ça doit marcher à la capacité. Mais si, parce que la réalité, je pourrais reprendre tous les points que j'ai évoqués à l'instant. À chaque fois, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur les violences urbaines, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, l'immense majorité des membres de la NUPES partagent la même façon de voir les choses. On va y revenir en détail, juste. Même sur Daniel Obono, qui a été l'objet de beaucoup de récriminations cette semaine. Et de plaintes pour apologie de terrorisme. Ça n'est pas simplement le fait de socialistes ou de communistes ou d'écologistes. C'est même y compris un débat profond qui a secoué les insoumis, parce que vous ne pouvez pas mettre tous les insoumis dans le même sac en considérant que toutes et tous pensent la même chose. On va y aussi, on ne pensait autonome. Je voudrais juste, pour vous, clairement, la NUPES aujourd'hui, elle est morte ou elle n'est pas morte? Elle est sérieusement mal en point. Mais elle n'est pas morte. Mais l'union, moi je ne suis pas pour moins d'union. Je suis pour plus d'union, mais pour mieux d'union. D'accord. Et donc, non mais c'est pas d'accord. En tout cas, vous n'en ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne me résous pas à l'idée de gauche irréconciliable. Je ne veux pas revenir à Manuel Valls. Je ne veux pas revenir à ce moment où on se regardait à peine, où on se serrait même plus la main. Je veux continuer à parler avec l'ensemble de la gauche. Mais ce que je dis aussi, c'est que pour que la gauche puisse avancer d'un même pas, il faut aussi qu'elle adopte des méthodes qui sont des méthodes qui permettent à tout le monde d'avancer ensemble et non pas faire le choix d'un seul. Je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage que vous avez dit là, c'est pas de Jupiter. En pas de Jupiter à gauche. attendant, vous avez mis en place un moratoire pour que ça se calme. La question est de savoir, est-ce que ce moratoire a une date limite? Ça dépendra. Est-ce que vous dites que si dans 2 mois, il n'y a pas de réponse, on s'en va définitivement de la NUP? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en fait des discussions. Mais est-ce qu'il y a un calendrier? Des discussions qui ne seront pas forcément publiques, mais moi je veux pouvoir discuter avec toutes les forces de la gauche. Mais dans quel calendrier? Pour voir ça peut durer 10 ans, les discussions. Ça ne durera pas 10 ans. C'est quoi le calendrier? Mais si je vois que rien n'avance, si je vois que personne à gauche n'est prêt à faire avancer l'union, à ce moment-là, on en tirera des conséquences. C'est-à-dire vous quitterez la NUP? Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de NUP tout court. Oui, mais d'accord, voilà, mais vous donnez combien de temps? Pour l'instant, ce que je dis... Vous donnez combien de temps? Il n'y a pas de... Ça dépendra des discussions que nous aurons avec les uns et les autres. Tout est ouvert, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais je ne me résous pas à l'idée que nous n'arrivions pas à avancer ensemble. Je pense, je ne vais pas faire état. La diplomatie, comme c'est le cas, il y a des gens qui font de la diplomatie à ciel ouvert, ce n'est pas mon cas. Non, mais il y a des ultimatums parfois dans les diplomaties. Moi, quand je discute avec les gens, je ne le raconte pas sur les plateaux, mais ce que je peux vous dire, c'est que je discute avec tout le monde et que je vois que tout le monde avance et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avancer. On accueille Nathalie Moré des quotidiens régionaux du groupe EBRA. Pour sa carte blanche, on va continuer à parler de la NUP avec Nathalie, bien évidemment. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis, bonjour Olivier Faure. On l'a vu depuis le début de l'émission, honnêtement, le PS est assez divisé sur la NUPES. Le moratoire que vous avez proposé cette semaine, il a été voté à 54%. 54%, c'est somme toute une victoire assez étriquée. Si on gagne la présidentielle à 54%, je Une présidentielle, oui, mais il n'y a que 300 personnes qui ont voté cette semaine. Oui, certes, mais enfin, c'est le Parlement du PS. Est-ce que vous considérez malgré tout que c'est une victoire pour vous face à vos opposants? Non, mais moi, je ne parle pas de victoire sur mes opposants internes. Ça n'a pas de sens. Ce que je cherche, c'est à faire avancer tout le monde. Et ce que j'observe, c'est que vous avez des gens qui, depuis toujours, sont opposés à toute forme de rassemblement, qui sont contre le rassemblement avec les socialistes, c'est presque le cas, avec les insoumis, mais aussi avec les Verts, mais aussi avec les communistes. En fait, ils veulent se rassembler avec eux-mêmes. Et moi, ce que je plaide, c'est l'inverse. C'est que je plaide le fait que notre propre unité ne peut pas se faire au détriment de l'unité de toute la gauche. Justement, vous êtes en train d'expliquer qu'effectivement, votre parti est divisé en deux. Il y a quelque part ceux qui disent, comme vous, il faut travailler avec les insoumis, et ceux qui, comme Carole Delga ou Annie Hidalgo, pour qui les insoumis sont des repoussoirs. Est-ce que finalement... Ça a toujours été le cas au PS. Rappelez-vous, François Mitterrand n'avait pas une majorité à 100%. Mais est-ce que justement, ça ne leur donne pas, cette crise que vous êtes en train de vivre de la NUPES, est-ce que ça ne leur donne pas raison? Ah oui, en quoi? Raison au sens où c'est pas facile de travailler avec les insoumis, voire même impossible. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais je vous le demande. Ah ben moi je ne vais pas répondre à leur place. Je vous dis simplement que quelle est l'alternative? C'est d'isoler le PS à gauche, de faire comme avant.
Ça fait 1,7% à la présidentielle. Ouais, alors François Hollande, ancien président de la République, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, eux, ils ne veulent plus de la NUPES. Est-ce que ce sont... Ils n'en ont jamais voulu, c'est pas qu'ils n'en veulent plus. Mais ce n'est pas les voix qui comptent à gauche, ils ne représentent plus rien. Bien sûr qu'ils représentent quelque chose, je ne dis pas le contraire, mais je ne suis pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'ils devraient se retirer du débat? Mais écoutez, François Hollande a été président de la République, je l'ai soutenu quand il était président, mais il n'a pas pu se représenter. Il a dû renoncer à se présenter, parce qu'il était dans les sondages à 5 ou 6%. Après, alors qu'il venait de finir son mandat. Est-ce que vous pensez... Bernard Cazeneuve était Premier ministre du même quinquennat. Donc, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on peut les dédouaner de toute responsabilité, qu'on peut faire... J'entends François Hollande qui se répand partout en disant qu'il a été président et que lui, il n'a jamais perdu. Bah oui, mais il n'a jamais pu se représenter non plus. Alors, et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là devraient aider à quoi ? Il devrait aider à rassembler la gauche, aider à faire en sorte qu'elle puisse parler d'une même voix, faire en sorte que cette gauche-là puisse retrouver du crédit. Non pas consacrer tout leur temps de parole à systématiquement dans ce cas-là, il vaut mieux vous leur demandez de se taire. Eux aussi fassent mieux. Vous leur demandez de se taire. Hier soir, non, je n'ai pas besoin de se taire, je dis simplement, allez-y. Il vous dit, il faut que Olivier Faure décide. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que l'homme de l'indécision est mal placé pour me donner des leçons, parce que moi je décide. J'ai décidé effectivement du rassemblement de la gauche et des écologistes, j'ai décidé d'un moratoire parce qu'aujourd'hui il y a une crise dans la NUPES qui suppose qu'on prenne son temps et qu'on regarde ce qui peut se passer, et je ne veux pas avancer n'importe comment. L'union oui, mais pas n'importe quelles conditions. Alors tout à l'heure vous avez répondu à Francis que les insoumis, il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Donc ça veut dire qu'il y a les bons et les mauvais insoumis, il y en a avec qui vous pouvez travailler et d'autres avec qui vous ne pouvez pas travailler. Mais il y a des gens, comme dans toutes les formations politiques, qui ont envie de travailler avec les autres et d'autres qui, visiblement, font tout pour se rendre insupportables et faire en sorte... Jean-Luc Mélenchon lui-même, depuis des semaines et même des mois, cherche à brutaliser ses partenaires. Pourquoi ? Parce qu'il cherche en fait à leur faire porter la responsabilité d'un départ de ce rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais donc, il y a aussi ceux qui sont très attachés à ce rassemblement, parce que tout le monde a bien compris. Du coup, qui avec qui vous pourriez travailler? Vous pensez à qui? Ce matin, j'ai entendu Raquel Garrido, vous avez Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière. Vous avez toute une série d'insoumis qui se sont fait connaître pour une prise de distance et qui ont fait ce choix courageux de dire qu'eux, ils voulaient le rassemblement de toute la gauche. Et ça pourrait être une nouvelle coalition avec eux? Mais je ne parle pas de coalition, je dis simplement que je loue leur courage et je dis aussi qu'il faut continuer à travailler avec toutes celles et ceux qui veulent effectivement ce rassemblement de la gauche et des écologistes, qui est la condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour demain être en capacité de gagner une élection présidentielle. Alors justement, avant la présidentielle, il y aura les européennes. Vous n'avez pas choisi votre tête de liste. Raphaël Glucksmann, qui était votre tête de liste en 2019, il est candidat pour re-signer avec vous. Alors, comment ça se fait que ce n'est pas le cas encore ? Pardon, mais enfin, ces européennes, c'est au mois de juin, donc on a un peu de temps. Et il y a déjà d'autres partis qui ont leur tête de liste. Est-ce qu'il sera votre tête de liste? Leur tête de liste, nous avons fait une convention. Enfin, nous avons une... Sera-t-il votre tête de liste, comme il y a 6 ans? Ce serait une très bonne tête de liste. Mais ce n'est pas moi qui choisis seul. En fait, il y aura un vote aussi, et donc vous verrez. Il y a quelque chose qui bloque, lui, vous? Non, rien. Moi, je n'ai pas de problème avec Raphaël Glucksmann, et je trouve que c'est un excellent parlementaire européen pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. Donc il sera sans doute votre tête de liste. Laissez faire la démocratie. C'est ce que vous souhaitez. Je m'exprimerai plus tard là-dessus, mais c'est une évidence que c'est une très bonne tête de liste potentielle. Merci Nathalie. Merci à vous. On va parler du tronçon d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, parce qu'il y avait hier une manifestation avec 10 000 personnes selon les organisateurs qui sont rassemblés contre ce projet. Une cimenterie, une entreprise de BTP ont été mises à sac par des militants plus radicaux. C'est un dossier qui devient national, je dirais de votre faute aussi un petit peu, parce que vous êtes prononcé contre un projet écologiquement contesté et contestable, socialement injuste. Je reprends vos mots. Clairement, d'abord, il faut abandonner cette autoroute A69. Oui. Bon. Clément Beaune, le ministre des Transports, vient de déclarer sur France Inter, il est hors de question d'abandonner. Mais vous avez des gens qui nous expliquent, il y a quelques semaines, le chef de l'État est venu nous expliquer à grand renfort de communication qu'il était là pour mener en place la planification écologique. Quel grand mot pour ensuite faire tout le contraire.
Et moi, ce que je vois, c'est que vous avez 2000 chercheurs, parmi lesquels les plus hautes sommités du GIEC, qui appellent à l'abandon du projet. Je vois que cette autoroute est l'une des 2 plus chères de France. Pour 53 km, vous paierez 17 € aller-retour. Et donc Clément Beaune, le ministre des Transports, quand il dit il faut la faire quand même, qu'est-ce qu'il y a? Il est à côté de la plaque? Qu'est-ce qui se passe? Il est à côté de l'écologie, c'est sûr. Mais personne n'attendait de lui qu'il soit un écologiste. Mais enfin, ne pas entendre cette parole des scientifiques. Enfin, moi, je suis pour la raison scientifique. Je suis pour que nous soyons capables de comprendre et d'entendre ce que nous dit en fait la science. La science, je suis désolé, mais enfin, elle nous prédit une catastrophe écologique pour les prochaines décennies qui sera irréversible. Est-ce qu'on dit stop ou encore? Alors moi, justement, je dis stop. vous dites il faut arrêter ce projet d'autoroute. C'est donc la position du Parti socialiste. Vous êtes numéro 1 du Parti socialiste. Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie, du Parti socialiste aussi, qui est votre opposante à l'intérieur du PS, dit il faut faire cette autoroute. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas socialiste? Ça veut dire que nous sommes en désaccord sur ce sujet. Et ça veut dire que... Mais ça veut dire que parfois, quand vous avez passé des décennies, ce projet est complètement anachronique. Il a plus de 20 ans. Et donc, évidemment, quand le sujet a été lancé, vous avez des décennies, vous avez plusieurs dizaines de gens qui sont se succédés, qui ont en fait mis toute leur énergie pour tenir ce projet. Et puis arrive le moment où on leur dit écoutez, maintenant, compte tenu des critères du moment, ce n'est plus possible. Revenons à Carole Delga, elle est à côté de la plaque. Ça veut dire que c'est difficile et que donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui mettent plus de temps à comprendre que l'écologie, c'est pas seulement sur le territoire d'à côté, c'est dans tous les territoires. Si on dit toujours moi je suis pour l'écologie, mais ça doit se faire chez mon voisin, ça ne marche pas. Il faut la faire partout. Et si vous voulez rassembler la gauche, il vaut mieux, puisque Carole Delga ambitionne de rassembler la gauche, il vaut mieux rassembler aussi les écologistes. Parce que si on n'aime pas les insoumis, qu'on n'aime pas les écologistes, c'est qui la gauche? Et il faut donner des preuves, y compris sur le terrain, c'est ça que vous voulez dire? Et il faut donner des preuves sur le terrain. Et le terrain, il dit quoi? Il dit que 61% des habitants du Tarn et de la Haute-Garonne, qui sont les départements concernés, disent qu'ils sont opposés à l'autoroute. Donc vous conseillez à Carole Delga de dire qu'elle abandonne l'autoroute? Un conseil, j'ai essayé de la joindre, elle n'a pas voulu répondre, mais effectivement, c'est dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, le mieux, la sagesse, c'est de renoncer à ce projet. Merci Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique réalisation Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, ici 12-13 dans votre région. Bon après-midi et à dimanche prochain.